ce soir, parce que 3 vidéos par semaine restent 3 vidéos par semaine. Alors ce soir, on va se détendre, on va lâcher tous les problèmes, on va se relaxer, on va juste écouter, se détendre au son du chuchotement de ma voix. Et je vais vous lire les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet est né en 1840 et est décédé en 1897. Alors, je vais vous lire la première nouvelle. Et je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça. Eh bien, je lirai tout le recueil. J'en lirai 2-3 par vidéo. Et comme ça, je ferai en plusieurs vidéos tout le recueil des lettres de mon moulin. Alors, la première s'appelle Installation. Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plateforme envahis par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte. Et, trouvant la place bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique, le moulin de Gemap des lapins. La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine assis en rond sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de lune, le temps d'entrouvrir une lucarne. Voilà le bivouac en déroute et tous ces petits derrières blancs qui détalent, la queue en l'air dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi en me voyant, c'est le locataire du premier, un vieux hibou sinistre à tête de penseur qui habite le moulin depuis plus de 20 ans. Je suis mal cadrée. Bon. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche, au milieu des plâtras, des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire ouh, ouh, et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ces diables de penseurs, ça ne se brosse jamais. N'importe, tel qu'il est, avec ses yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre, et je me suis empressée de lui renouveler son bail. Il garde comme dans le passé tout le haut du moulin avec une entrée par le toit. Moi, je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris, ma porte grande ouverte au bon soleil. Un joli bois de pin tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les albilles découpent leurs crêtes fines, pas de bruit, à peine de loin en loin un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un grelot de mule
chercher un petit coin parfumé et chaud à 1000 lieues des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi. Il y a à peine 8 jours que je suis installée, j'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mas, une ferme, qui est au bas de la côte, et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mas et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait « Maintenant, ils sont à Aiguillère, maintenant au Paradou ». Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri « Les voilà !» Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons, les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges portant dans les paniers les agnelés d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens, tous suants avec des langues jusqu'à terre, et 2 grands coquins de berger drapés dans des manteaux de cadis roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir qu'elle est moi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros pans verts et or à crête de tulle ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler qui s'endormait se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied, pigeons, canards, dindons, pintades. La basse-cour est comme folle, les poulets parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'Alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche, les agneaux, les tout petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens, ces braves chiens de berger, tout affairés après leurs bêtes et ne voyant qu'elles dans le mas. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche, le seau du puits, tout plein d'eau fraîche, a beau leur faire signe. Ils ne veulent rien voir, rien entendre. Avant que le bétail soit rentré, le gros loquet poussé sur la petite porte à claire-voie et les bergers attablés dans la salle basse. Alors seulement ils consentent à gagner le chenil, et là, tout en lapant leur écuelle de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut dans la montagne, un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre pleines de rosée jusqu'au bord.
jour de mon arrivée ici, j'avais pris la diligence de Beaucaire, une bonne vieille patache qui n'a pas grand chemin à faire avant d'être rendue chez elle, mais qui flâne tout le long de la route pour avoir l'air, le soir, d'arriver de très loin. Nous étions 5 sur l'impériale, sans compter le conducteur. D'abord, un gardien de Camargue, petit homme trapu, poilu, sentant le fauve, avec de gros yeux pleins de sang et des anneaux d'argent aux oreilles. Puis, de Beauquois, de Beauquairois, un boulanger et son gendre, tous deux très rouges, très poussifs, mais des profils superbes, deux médailles romaines à l'effigie de Vitellus. Enfin, sur le devant, près du conducteur, un homme, non, une casquette, une énorme casquette en peau de lapin qui ne disait pas grand-chose et regardait la route d'un air triste. Tous ces gens-là se connaissaient entre eux et parlaient tout haut de leurs affaires très librement. Le Camarguais racontait qu'il venait de Nîmes, mandé par le juge d'instruction pour un coup de fourche donné à un berger. On a le sang vif en Camargue, et à Beaucaire donc. Est-ce que nos deux Beaucairois ne voulaient pas s'égorger à propos de la Sainte Vierge Marie? De la Sainte Vierge. C'est mon hamster qui fait la pagaille. Mais il n'est pas censé dormir. Panda, tais-toi. Petit chat. Panda. Il paraît que le boulanger était une paroisse depuis longtemps vouée à la Madone, celle que les Provençaux appellent la Bonne Mère, et qui apporte le petit Jésus dans ses bras. Le gendre, au contraire, chantait au lutrin d'une église toute neuve qui s'était consacrée à l'Immaculée Conception, cette belle image souriante qu'on représente les bras pendants, les mains pleines de rayons. La querelle venait de là. Il fallait voir comme ces deux bons catholiques se traitaient, eux et leur Madone. Elle est jolie, ton Immaculée. Va-t'en donc avec ta bonne mère. Elle en a vu de grises, la tienne en Palestine. Et la tienne, ou la laide, qui sait ce qu'elle n'a pas fait, demande plutôt à Saint-Joseph. Pour se croire sur le port de Naples, il ne manquait plus que de voir luire les couteaux, et ma foi, je crois bien que ce beau tournoi théologique se serait terminé par là si le conducteur n'était pas intervenu. Laissez-nous donc tranquilles avec vos madones, dit-il en riant au Beaucairois. Tout ça, c'est des histoires de femmes, les hommes ne doivent pas s'en mêler. Là-dessus, il fit claquer son fouet d'un petit air sceptique qui rangea tout le monde de son avis. La discussion était finie, mais le boulanger mis en train, avait besoin. La dyslexie, bonjour. La discussion était finie, mais le boulanger mis en train avait besoin de dépenser le restant de sa verve, et se tournant vers la malheureuse casquette, silencieuse et triste dans son coin, il lui vint d'un air goguenard. « Et ta femme, toi, à toi, rémouleur, pour quelle paroisse tient-elle » Il faut croire qu'il y avait dans cette phrase une intention très comique, car l'impériale tout entière partit d'un gros éclat de rire. Le rémouleur ne riait pas, lui.
Il n'avait pas l'air d'entendre. Voyant cela, le boulanger se tourna de mon côté. « Vous ne la connaissez pas, sa femme, monsieur? Une drôle de paroissienne. Allez, il n'y en a pas deux comme elle dans Beaucaire. » Les rires redoublèrent. Le rémouleur ne bougea pas. Il se contenta de dire tout bas, sans lever la tête. « Tais-toi, boulanger. » Mais ce diable de boulanger n'avait pas envie de se taire, et il reprit de plus belle. « Viédas, le camarade n'est pas à plaindre d'avoir une femme comme celle-ci, comme celle-là. Pas moyen de s'ennuyer un moment avec elle. Pensez donc, une belle qui se fait enlever tous les 6 mois. Il a toujours quelque chose à vous raconter quand elle revient. C'est égal, c'est un drôle de petit ménage. Figurez-vous, monsieur, qui n'était pas marié depuis 1 an. Paf, voilà la femme qui part en Espagne avec un marchand de chocolat. Le mari reste seul chez lui à pleurer et à boire. Il était comme fou. Au bout de quelque temps, la belle est revenue dans le pays, habillée en espagnol avec un petit tambour à grelots. Nous lui disions tous, « Cache-toi, il va te tuer. » Ah ben oui, il l'a tué. Ils se sont remis ensemble, bien tranquillement, et elle lui a appris à jouer du tambour de basque. Il y eut une nouvelle explosion de rire. Dans son coin sans lever la tête, le rémouleur murmura encore. « Tais-toi, boulanger. » Le boulanger n'y prit pas garde et continua. « Vous croyez peut-être, monsieur, qu'après son retour d'Espagne, la belle s'est tenue tranquille. Ah, mais non, son mari avait si bien pris la chose, ça lui a donné envie de recommencer. Après l'Espagne, ça a été un officier, puis un marinier du Rhône, puis un musicien, puis un... Est-ce que je sais ce qu'il y a de bon? Non, est-ce que je sais ce qu'il y a de bon, c'est que chaque fois c'est la même comédie. La femme part, le mari pleure, elle revient, il se console. Et toujours on la lui enlève et toujours il la reprend. Croyez-vous qu'il a de la patience, ce mari-là? Il faut dire aussi qu'elle est crânement jolie, la petite rémouleuse. Un vrai morceau de cardinal, vive, mignonne, bien roulée, avec ça, une peau blanche et des yeux couleur de noisette qui regardent toujours les hommes en riant. Ma foi, mon Parisien, si vous repassez jamais par Beaucaire. Oh, tais-toi, boulanger, je t'en prie, fit encore une fois le pauvre rémouleur avec une expression de voix déchirante. À ce moment, la diligence s'arrêta. Nous étions au mas des Anglores. C'est là que les 2 Beaucairois descendaient, et je vous jure que je ne les retins pas. Farceur de boulanger, il était dans la cour du mas, qu'on l'entendait rire encore. Ces gens-là partis, l'impériale sembla vide. On avait laissé le Camargue à Arles, le conducteur marchait sur la route à côté de ses chevaux. Nous étions seuls là-haut, le rémouleur et moi, chacun dans notre coin, sans parler. Il faisait chaud, le cuir de la capote brûlait. Par moments, je sentais mes yeux se fermer et ma tête devenir lourde. Mais impossible de dormir. J'avais toujours dans les oreilles ce « Tais-toi, je t'en prie », si navrant et si doux. Ni lui non plus, le pauvre homme, il ne dormait pas. De derrière, je voyais ses grosses épaules frissonner et sa main, une longue main blafarde et bête, tremblait sur le dos de la banquette comme une main de vieux. Il pleurait. « Vous voilà chez les Parisiens. »« Non, vous voilà chez vous, Parisiens. » me cria tout à coup le conducteur, et du bout de son fouet, il me montrait ma colline verte avec le moulin piqué dessus comme un gros papillon. Je m'empressais de descendre. En passant près du rémouleur, j'essayais de regarder sous sa casquette. J'aurais voulu le voir avant de partir. Comme s'il avait compris ma pensée, le malheureux leva brusquement la tête et plantant son regard dans le mien. « Regardez-moi bien, l'ami, me dit-il d'une voix sourde. Si un de ces jours vous apprenez qu'il y a eu un malheur à Beaucaire,
vous pourrez dire que vous connaissez celui qui a fait le coup. C'était une figure éteinte et triste, avec de petits yeux fanés. Il avait des larmes dans ses yeux, mais dans cette voix, il y avait de la haine. La haine, c'est la colère des faibles. Si j'étais rémouleuse, je me méfierais. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo des 2 premières lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. J'espère que vous allez bien les amis. Merci pour vos commentaires. Merci pour tous vos messages, tous vos likes, toutes les vues, tous les abonnements. Ça me fait chaud au cœur. J'espère que d'ici peu on passera aux 1500 abonnés. J'ai trop hâte. N'oubliez toujours pas de me laisser des commentaires sur le post ou sur les vidéos pour la FAQ que je tournerai cet été, avant septembre, c'est sûr. Donc je pense que je la tournerai fin août, comme ça j'aurai assez peut-être de questions pour en faire une vidéo pas trop courte mais pas trop longue. Je vous dis à très vite les amis, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, mettez de la crème solaire, restez à l'ombre. Quoiqu'en ce moment il fait pas très chaud, enfin moins chaud qu'avant, donc c'est appréciable. Prenez bien soin de vous, soyez heureux, en tout cas moi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde les amis, je vous retrouve